Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'avais à nouveau envie de vous parler d'un Wes Anderson. Alors il ne m'en reste plus beaucoup à évoquer, mais celui-ci c'est quand même la troisième fois que je le vois, il était temps donc que je vous en parle de Moonrise Kingdom, sorti en 2012 avec un casting très hétéroclite, hein, comme d'habitude chez le réalisateur. Les débuts sur grand écran de deux jeunes gens à l'époque, Jared Gilman et Cara Hayward, qui jouent les deux jeunes héros amoureux d'un film très romantique, décalé, aventureux aussi, enfin, c'est du Wes Anderson, on y reviendra après. Les adultes sont quant à eux joués par des habitués, tels que Bill Murray, Jason Schwartzman, Frances McDormand, je ne sais pas si elle avait déjà joué avant avec Anderson, je crois que oui. Mais bref, voilà, Tilda Swinton, peut-être que là c'était la première fois qu'elle apparaissait, mais elle est revenue depuis. Et alors, utilisé à contre-emploi, Bruce Willis et Edward Norton, voilà. C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir chez Wes Anderson l'utilisation de ces actrices-acteurs, les habituels, et ceux qui viennent se, on va dire, greffer à l'ensemble. Et ça fonctionne toujours très bien. Il y a Harvey Keitel aussi qui apparaît vite fait à la fin. Bon. Histoire donc très touchante hein, sur le papier qui se déroule en 1965, quelque part à l'est des États-Unis. Hein. Ça a été tourné dans le Rhode Island, sur une île véritable. 1965 quand même, période intéressante. On dit souvent que Wes Anderson ne s'intéresse pas trop au fond, on va dire, politique ou réel de ces histoires par rapport à un ancrage dans notamment son pays. Il a prouvé le contraire récemment avec Asteroid City, mais ici déjà il y a des trucs intéressants. Bon, on va suivre Sam et Suzy qui ont 12 ans, hein, grosso modo, qui vont vivre un périple de fugue ensemble. Ils vont quitter leur famille ou camp de scouts respectifs, selon l'un ou l'autre, hein, et tenter de faire un petit peu leur propre monde, en fait, de créer leur univers, le fameux Moonrise Kingdom, le nom qu'ils donneront, très poétique, hein, à cette baie, cette crique, avec cette plage-là, où ils vont passer les meilleurs moments de leurs jeunes existences, même si ceux-ci vont être très brefs. Et à côté, vous avez des adultes qui vont tout faire pour les rechercher, ou pas. Et d'autres enfants cruels aussi envers le petit Sam. Parce que oui, c'est un film qui montre l'isolement de deux jeunes qui sont pas bien dans leur peau à cause de leur père, ou de leur famille, ou de l'absence de famille aussi, et qui vont donc tenter de vivre leur existence un petit peu en décalage, et c'est tout, on va dire, l'intérêt de ce film qui fonctionne en décalé. Entre réalité et fiction d'ailleurs, et entre monde de l'enfance et monde des adultes qui se mélangent un peu. Parce que les enfants sont très très sérieux dans le film, la romance elle est vraiment très pure, innocente oui, mais avec une vision adulte dans leur tête, ça c'est passionnant, alors que les adultes à côté sont complètement paumés et un peu gamins sur certains points, mais aussi pris par la mélancolie de la vie, de leur existence de personnes qui commencent à prendre de l'âge, quoi. Très 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 passionnant ça. Il y a le personnage Edward Norton par exemple, qui est le chef scout, mais qui n'a pas vraiment cette autorité-là, et qui fait un peu le gamin en plus, en essayant d'être le leader, quoi. Mais voilà, et le personnage de Bruce Willis, qui est flic, mais il est un petit peu léger dans certaines choses aussi, enfin il a ce vague à l'âme, alors loin peut-être de celui de Bill Murray qui est même clairement dépressif. Il y a une scène avec sa femme à un moment dans l'obscurité de la chambre avec les lits séparés qui en dit long sur ce que Wes Anderson veut faire passer comme message à travers ce film. C'est pour ça que 1965 c'est avant, enfin, la guerre du Vietnam est déjà là, mais c'est avant, on va dire, le côté un peu plus sombre de cette implication américaine là-bas. Bon, c'est une chose que je dis là parce que il y a quelque chose qui m'a frappé, de voir ces enfants faire un peu la guerre, là, les scouts, et être assez violents entre eux. C'est quand même quelque part des gamins qui vont être envoyés sur le terrain des années après, quoi. Quand on y pense, il y a peut-être ce message-là. Il n'a pas choisi 1965 par hasard, Wes Anderson. C'est un petit peu une forme de fin d'innocence qui va mener vers une période où justement certains vont se réveiller en mode hippie et tout pour contrer cette Amérique, la contre-culture. Et là justement, on est dans l'entre-deux là. Et c'est ça qui est passionnant dans ce film, que je revois toujours à la hausse quand je le revois. Enfin, la première fois que je l'avais vu, j'étais là, oui, la deuxième, ouais, là c'est vraiment bien. Parce que c'est un peu l'ADN d'un réalisateur qui peut être critiqué pour son formalisme absolu. Bon, évidemment, ça reste là, hein.
vous avez toujours les symétries, les décors très travaillés, parfois on est vraiment, oui, comme dans une pièce de théâtre, mais filmé, bon, ok. Mais il y a toujours, voilà, ce vague à l'âme global, cette tristesse et cette envie d'ailleurs avec des personnages qui ont été exclus d'une certaine forme d'existence. Ça, par exemple, c'est un peu dans la droite lignée de Fantastic Mr. Fox, avec le fils, hein, notamment. Enfin, les freaks, entre guillemets, hein, andersoniens, sont toujours très intéressants à analyser. Enfin, les gens qui sont un petit peu à côté du monde réel. Un peu, pas forcément beaucoup, mais un peu. Parce qu'ils subissent beaucoup du monde réel. Mais ils essayent de s'en émanciper parce que, de toute façon, ils sont mis à l'écart. C'est exactement ça pour le personnage de Sam, qui est orphelin en plus. Sa famille d'accueil attend la moindre opportunité pour s'en débarrasser, ça va être le cas ici. Il y a cette rencontre extraordinaire à un moment lors d'une pièce de théâtre, hein, le théâtre, voilà. De toute façon, tous les arts sont convoqués ici, hein, dans ce film. Il rencontre Suzy qui, elle, ne se sent pas bien avec ses parents, à l'école ça se passe pas non plus, enfin, bon, on voit la famille dans laquelle elle vit, c'est compliqué, quoi. Et il y a cette idée, donc, peut-être de coup de foudre, oui, et puis après, d'échanges épistolaires qu'on voit en flashback pour arriver donc à la diégèse présent du film où ils vont tous les deux faire ce qu'ils vont faire à l'aventure. Et oui, tous les arts sont forcément convoqués parce que dès le début on a cette idée un peu théâtrale où on filme les décors, mais avec la caméra qui bouge. Hein. La symphonie Benjamin Britten là, pour apprendre aux enfants comment un orchestre fonctionne, les instruments et tout. Beaucoup de rapports à l'enfance. De toute façon, il y a aussi un petit spectacle, l'Arche de Noé pour les gamins avec des masques d'animaux. Il y a tout cela qui est intéressant pour marquer aussi que on est dans un monde où il y a de l'enfance, mais une enfance désabusée qui va s'en sortir, qui va sortir de là. Donc, évidemment, la musique, elle ne va pas être que sur ce thème-là, puisqu'à un moment, il y a le morceau de Françoise Hardy sur la scène centrale du film. Petit hommage à Françoise Hardy au passage, puisqu'elle est décédée il y a quelques jours, quelques semaines. Et le moment où les deux vont enfin s'embrasser avec cette danse et tout. Et c'est ça la force du film, c'est que justement on est à la fois en décalage, mais on a une forme de réalité triste et d'envie de liberté, qui fait qu'une scène comme ça, entre deux jeunes ados de 12-13 ans, elle va passer. À des moments où ça pourrait être un petit peu cringe, entre guillemets, avec cette magie décalée et l'univers de Wes Anderson, ça passe. Et bien avec des symboles, des métaphores derrière, hein. Après elle se fait percer les oreilles. Vous voyez l'idée quand même, ça reste d'une poésie décalée, touchante, d'un amour pur qui est en train de naître dans un endroit paradisiaque, parfait, qui va donner donc le nom du film, par rapport au nom qu'ils donneront à cet endroit, qui est un endroit très technique. Et donc on a deux jeunes enfants qui n'aiment pas le monde dans lequel ils vivent, qui ne sont pas aimés par ce monde des adultes et tout, qui vont créer un petit peu leur truc à eux, tout en reproduisant aussi... on va dire, le côté mélancolique des adultes autour d'eux, parce qu'ils sont hyper avancés dans leur tête. C'est ça qui est fort. Et à côté, les adultes vont faire n'importe quoi. Et essayer de récupérer. Alors il y a de l'humanité quand même. Hein. Notamment dans le personnage de Bruce Willis, qui va s'opposer au personnage de Tilda Swinton, qui n'a même pas de nom. Social Services. C'est-à-dire qu'elle est déshumanisée dans l'absence de vrai nom. Et puis les parents à côté de Suzy qui vont peut-être quand même se rendre compte de certaines choses. Et se dire, oui, bah, peut-être que les enfants ont besoin de nous ou pas, nous on n'a plus besoin d'être là, enfin il y a ce discours terrible, hein. Une scène vraiment très sombre là entre les deux, entre Bruce Willis et Frances McDormand, qui m'a beaucoup marqué sur le troisième visionnage. Et puis pour le reste, bah, il y a de l'humour aussi, hein. Ce décalage-là, c'est qu'il y a des dialogues qui sont savoureux, autour des cailloux qu'il faut sucer. Bon, finalement j'ai de l'eau hein, aussi, voilà. Pour pas avoir soif, c'est mieux de boire que de sucer des cailloux quand même, des petits détails comme ça, mais des moments durs aussi, un chien qui meurt, voilà, hein, ça reste vague, hein, c'est pas un spoil, hein. Et puis une fin magnifiquement touchante, hein. On est vraiment dans le théâtre et dans la peinture même, avec une scène de fenêtre qui va renvoyer à une scène un petit peu comme ça dans Asteroid City. C'est pour ça que quand j'avais vu Asteroid City, j'ai repensé à ce film à un moment. Et c'est vrai que ce jeu sur les regards, sur les zooms des visages et tout, il y a quelque chose qui est capté, le point de vue des jumelles aussi, le pouvoir magique de Suzy, il y a plein de trucs comme ça sur la perception. Et on est dans un film, on est dans la perception de ces jeunes qui ont grandi trop vite par la force des choses, et qui veulent vivre à part dans un monde décalé. Donc Wes Anderson nous fait un monde décalé à part, comme il le fait souvent dans ses films. Mais avec l'empreinte de la réalité quand même, parce que c'est cette Amérique des milieu des années 60, dans un endroit paumé, une Amérique oubliée, et où on ne sait plus trop quelle est vraiment l'innocence ou l'espoir derrière. C'est pour ça que on peut faire beaucoup de parallèles avec Asteroid City, et pour ça que Moonrise Kingdom est vraiment très bon.
tout simplement. Pas plus à dire, là j'ai été très pêle-mêle, mais c'est un film où j'avais vraiment envie de laisser encore plus que d'habitude mon esprit divaguer. En plus, je suis un petit peu malade au moment où je tourne cette vidéo, donc ça tombe bien. C'est encore mieux de laisser aller les choses. Désolé pour les petites imprécisions, répétitions ou autres balbutiements, mais c'est pas grave, c'est ça le concept aussi de ma chaîne, de ces séries de vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa BO, de tous les arts convoqués, de la relation principale et tout, des performances d'acteurs, d'actrices. Il y a tant à dire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.